bibliographie que j'ai préparée à votre attention, qui est en fait une orientation bibliographique, elle contient essentiellement, pour les études récentes, des titres en langue étrangère, en anglais et en allemand. Il ne s'agit ni d'une forme de malignité ni de snobisme de ma part, mais plutôt du constat du relatif effacement, en réalité, des chercheurs français dans le champ des études concernant l'architecture du XVIIIe siècle. C'est un propos qui peut paraître paradoxal, mais en réalité, on constate que les chercheurs français se sont intéressés, surtout durant les 30 ou 40 dernières années, aux deux extrémités du XVIIIe siècle, si je puis dire, avec d'un côté un intérêt pour les architectes de la queue de comète Louis XIVienne, n'est-ce pas, avec un intérêt pour Decotte, bien sûr, sur lequel ont été publiées un certain nombre d'études importantes, sur Boffrand, et bientôt 2 études sur Jules Hardouin-Mansart, qui manquaient assez cruellement depuis longtemps. À l'autre bout du siècle, on s'est évidemment beaucoup intéressé, beaucoup agité autour de ces architectes révolutionnaires, pour reprendre le titre du fameux livre d'Émile Kaufmann, autour de Ledoux, bien sûr, de Boulay, mais également de Brongniart, qui avait fait l'objet d'une exposition de la délégation artistique, même de Jean-Laurent Leget, qui a été exhumé par Gilbert Héroard, ou de Charles de Vailly. Entre ces deux pôles, les études concernant ce que j'appellerais le cœur chronologique du XVIIIe siècle, les années 1730-1760, restent en fait assez peu nombreuses. On connaît peut-être l'ouvrage sur les 3 architectes, Chevautet, Contant d'Ivry, Chaussard, un cabinet d'architectes au milieu du XVIIIe siècle, et bien sûr les études sur Jacques V et sur Ange-Jacques Gabriel, c'est-à-dire sur les architectes de la couronne, parce qu'évidemment, l'architecture royale a beaucoup focalisé l'attention de ce pays, ce qui est assez logique, notamment en raison de l'utilisation relativement facile des sources d'archives. Ainsi, en fait, malgré les études universitaires menées récemment, il reste en réalité beaucoup à faire pour la connaissance de la construction, et notamment de la construction civile en France au XVIIIe siècle, et particulièrement au milieu du XVIIIe siècle. Dans ce contexte, l'étude du phénomène de la maison de plaisance a été largement renouvelée par le travail exemplaire, malheureusement en allemand, de Katharina Krause, ouvrage sur la maison de plaisance spécifiquement, ouvrage extrêmement précis, extrêmement savant, tout à fait remarquable dans sa démarche que je vous ai indiqué dans cette orientation bibliographique, mais qui ne porte que, si je puis dire, sur les années 1660-1730 et ne couvre en fait pas tout le XVIIIe siècle. Donc il manque à la fois des études de synthèse, aussi paradoxales que ça puisse paraître, sur l'habitat, et notamment sur la maison de plaisance, et puis des études de cas, certainement, des attributions de bâtiments à des architectes, et effectivement, c'est un travail qui reste encore assez largement à faire. Le terme de maison de plaisance, dont l'usage est très large au XVIIIe siècle, pose bien entendu un problème de définition. Problème de définition avec lequel que je n'aurai pas l'ambition de résoudre ce soir et avec lequel je ne vais pas me battre trop longtemps parce que c'est effectivement un problème assez difficile à cerner en dehors, mis à part de le cerner par la réalité concrète des bâtiments eux-mêmes. L'usage de ce terme n'est d'ailleurs en aucun cas propre au XVIIIe siècle, car on en trouve des exemples dès le XVIe siècle, sous la plume de Marguerite de Navarre, par exemple, pour désigner les résidences de chasse du roi, son frère, c'est-à-dire François Ier. Expression, donc maison de plaisance, que l'on trouve également usitée avec une signification similaire sous la plume de Brantôme. Au XVIe siècle, l'expression pouvait donc s'appliquer à des bâtiments aussi ambitieux que le château que vous voyez ici, c'est-à-dire que Chambord, dessiné ici par Sylvestre, mais aussi à des bâtiments naturellement beaucoup plus modestes,
on peut prendre pratiquement les deux bouts effectivement de la production architecturale, à des bâtiments beaucoup plus modestes, mais tout à fait savants malgré tout dans leur conception même. Je vous montre ici la maison de Pierre Sala, l'humaniste lyonnais, sur la colline de Fourvière, telle qu'elle nous est connue par une enluminure d'un manuscrit de Sala lui-même qui est conservé à Vienne. Dans la littérature théorique du XVIe siècle, dans le 6e livre manuscrit de Serlio ou dans le livre d'architecture de Jacques-Androuet du Cerceau, le livre de 1582, figurent des maisons qui se distinguent du château par leur position suburbaine, ça va être un élément récurrent pour qualifier en quelque sorte la maison de plaisance, par leur dimension généralement modeste, par leur plan massé et par l'absence, le plus souvent, d'éléments défensifs. Une synthèse récente a été publiée sous la direction de Monique Châtenay dans la série des colloques de Tours, La Maison des Champs dans l'Europe de la Renaissance. Et effectivement, ça montre que c'est un phénomène, bien sûr, qui ne touche pas uniquement le XVIIIe siècle, mais qui a démarré bien auparavant que celui de la Maison de Plaisance. Pour le XVIIIe siècle proprement dit, il est pratiquement impossible de définir un parti architectural de la Maison de Plaisance à partir de l'utilisation très abondante qui est faite de l'expression elle-même. C'est-à-dire que si on recherche l'utilisation de l'expression, on ne pourra pas en tirer grand-chose sur le plan du parti architectural. On se rend compte par exemple qu'un immense palais comme le palais de Tsarskoye-Sielo près de Saint-Pétersbourg, dont je vous montre ici une gravure réalisée d'après un dessin français, peut être qualifié de maison de plaisance, aussi bien que des bâtiments infiniment plus modestes, comme le château de Vanves, qui était une maison à 7 travées en façade, construite par Jules Hardouin-Mansart. Et quand cette maison est vendue au duc de Bourbon en 1717, on dit que c'est pour lui servir de maison de plaisance. Donc là encore, du terme, on ne tire pas grand-chose concernant l'architecture elle-même. Les théoriciens vont bien évidemment tenter de donner une définition de la maison de plaisance, qui va souvent, d'ailleurs, se constituer en référence par rapport au château. On essaie de définir la maison de plaisance par rapport au château. Château que lui-même, d'ailleurs, on a bien du mal à définir également, que ces mêmes théoriciens ont bien du mal à définir. Davillers, par exemple, dans son cours d'architecture publié en 1691, remarque à propos du château, on appelle aussi château une maison de plaisance sans défense effective, où les fossés ne servent que d'ornement, comme au château de Richelieu ou à celui de Maison. Pour Davillers, donc en quelque sorte, le château est englobé dans la catégorie des maisons de plaisance selon un certain nombre de critères, relativement flous d'ailleurs. Dans son cours d'architecture, publié entre 1770 et 1777, Jacques-François Blondel distingue la maison de plaisance du château et il la distingue également de la maison de campagne. En fait, il définit trois types, si on peut dire. Il définit la maison de plaisance comme, je cite, le lieu où les personnes de considération vont ordinairement se délasser des occupations qui les retiennent à la cour ou qui, par état, les retiennent dans les cités. Elles doivent différer des maisons royales par une moindre étendue et par un caractère d'ordonnance qui tiennent tout ensemble de la beauté dont la résidence des grands est susceptible et de l'économie que l'on doit observer dans les maisons de campagne des particuliers. La maison de M. le Prince de Conti, connue sous le nom de Château d'Issy, ça n'est pas du tout ce que vous avez à l'écran, celle de Madame la Maréchale de Luxembourg à Montmorency et celle de M. le Prince de Soubise à Saint-Ouen sont des habitations du genre dont nous parlons. Donc, première catégorie de maisons de plaisance. Mais Blondel concède que l'on peut également donner le nom de maison de plaisance aux maisons bâties à la campagne pour les riches particuliers. Celles-ci devant différer des premières par une décoration plus simple encore, nous dit-il. Et enfin, il admet qu'on peut ranger encore dans la classe des maisons de plaisance celles habituellement connues sous le nom de petites maisons, qui sont destinées, dit-il, pour la plupart au délassement et pour la retraite des personnes aisées et des hommes du monde. Blondel élabore en fait une classification qui mêle les critères architecturaux avec les critères fonctionnels, mais qui met surtout en avant des critères sociaux. Cette classification se révèle en réalité peu convaincante,
car des maisons construites pour de simples particuliers, comme ça avait été le cas pour le château d'Issy et pour celui de Montmorency, sur lesquels je reviendrai assez longuement tout à l'heure, ont ensuite très bien pu convenir à des membres de l'aristocratie de cour, voire à des princes du sang. En fait, la meilleure appréhension du phénomène à laquelle on puisse se fier, elle va plutôt se trouver dans l'examen de la réalité que dans la théorie, même si celle-ci est tout de même révélatrice de schémas de pensée et de classification qui reflètent eux aussi une réalité à prendre en compte. On ne peut que constater, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, l'existence de maisons de plaisance dans le milieu royal qui répondent à un parti architectural totalement indépendant de celui du château français traditionnel, dont je vous montre un exemple, presque une espèce d'archétype, tel un parti architectural traditionnel du château, tel qu'il est encore représenté vers 1700 par un château comme Boufflers, qui est construit à partir de 1695 par Hardouin-Mansart pour le maréchal de Boufflers, qui est vraiment le type même du château traditionnel français, avec ce jeu d'avant-corps et d'arrière-corps, ce jeu de silhouette des pavillons, du pavillon central avec son dôme à l'impérial, ce jeu des toits, cette articulation entre le corps de logis et les ailes, tout ça véritablement, c'est une certaine tradition du château français, très régularisée et normalisée en quelque sorte par Mansart, mais c'est par rapport sans doute à cette tradition en quelque sorte qu'il faut situer ces maisons de plaisance du milieu royal, construites sous le règne de Louis XIV, et qui font figure de bâtiments d'une excentricité invraisemblable quand on y réfléchit véritablement. Le Grand Trianon, plutôt nommé Trianon de marbre à l'origine, édifié en 1687-88, qui est une maison satellite d'un château, c'est-à-dire une maison qui se trouve dans un grand domaine où se trouve un château principal, cette maison n'étant qu'un satellite de ce château, élément qu'on va retrouver dans bien des maisons de plaisance, est une maison étonnante sous tout rapport, construite, comme le disaient les architectes de l'époque, à la romaine, c'est-à-dire avec un simple rez-de-chaussée sans toit, avec un toit invisible derrière le garde-corps, derrière la balustrade, avec un plan qui n'est pas symétrique et des ailes qui semblent zigzaguer dans le parc de manière très, très arbitraire, avec un vide central, de manière à pouvoir créer une continuité visuelle entre la cour et le jardin lui-même, ce fameux péristyle qui a posé bien des problèmes ensuite pour l'aménagement de la vie même dans ce petit château, et puis le traitement des façades avec ce plaquage de marbre rose qui évidemment en fait un bâtiment parfaitement inhabituel et complètement excentrique dans le panorama de l'architecture française de cette époque. Marly, qui est construit un petit peu auparavant, 1678-1679, est aussi un ensemble tout à fait excentrique et qui ne peut finalement en aucun cas servir de modèle à des maisons de plaisance un petit peu plus modestes à d'autres personnes que le roi de France lui-même. Le pavillon central a manifestement subi très fortement l'influence des villas palladiennes, un pavillon central de plan carré avec un salon à éclérage zénital dont le parti architectural vient manifestement des grandes villas de Palladio, chose qui est tout de même remarquable parce que le contexte de l'architecture française de cette période n'est pas du tout palladien, il est beaucoup plus tourné vers la théorie de Vignolles. Et autour de ce pavillon central, 12 petits pavillons qui sont comme une espèce de château éclaté, n'est-ce pas ? Ça, c'est quelque chose évidemment de tout à fait excentrique et extraordinaire qui n'aura guère de descendance en France, tout au moins à ma connaissance. C'est de manière assez symptomatique, plutôt dans les pays germaniques, qu'on pourra trouver une certaine descendance de Marly à travers des édifices tout aussi extravagants. Je vous montre ici le bâtiment de la Favorite, maison de plaisance construite pour un prince Schönborn, près de Mayence, naturellement détruite depuis fort longtemps, mais qui montre qu'on avait réutilisé le système de Marly en quelque sorte en le dynamisant, voire presque en le dynamitant, n'est-ce pas, comme si les pavillons avaient éclaté autour du pavillon central, tout cela de manière à créer une vue meilleure sur la rivière et sur les jets d'eau, et à disposer les pavillons comme des espèces de châssis de théâtre dans une composition extrêmement scénographique et qui devait être assez impressionnante.
La ménagerie, le premier peut-être de ces bâtiments satellites de Versailles, a des dispositions également extrêmement excentriques. Hein. Ce château pour les animaux, n'est-ce pas, qui comportait notamment un gros pavillon central de forme octogone avec un salon au premier étage, une espèce de salon panoptique à partir duquel on pouvait voir les animaux qui étaient conservés dans les différentes cours tout autour. Ce bâtiment de la ménagerie qui est construit par Levaux au début des années 1660, là aussi, c'est pratiquement un modèle absolument inutilisable pour une maison de plaisance un petit peu plus modeste. On est tout de même assez étonné de voir que dans les Pays-Bas, l'amiral Tromp, qui a eu l'occasion de combattre contre les armées françaises, va reconstruire dans les années 1678 son château de Trompenbourg, on a l'impression d'un nom sorti d'une opérette d'Offenbach, un bâtiment qui reprend de manière assez nette les dispositions de la ménagerie à fonction d'utilisation, n'est-ce pas, avec d'utilisation pour l'habitat, avec ce salon central de forme octogone. C'est une maison qui a été publiée assez récemment donc dans ce volume sur la maison des champs au XVIe-XVIIe siècle. Parmi les maisons de plaisance, en quelque sorte, de la couronne élevées dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, sans doute la plus sage, la plus modeste, dirions-nous, et en tout cas la plus susceptible de servir de modèle en dehors du milieu royal, c'est ce château du Val de Saint-Germain-en-Laye, construit dans les années 1674-1675, qui montre évidemment des dispositions beaucoup plus modestes. Il s'agit d'un simple parallélépipède avec un rez-de-chaussée traité avec des grandes arcades, un comble aveugle, a priori, d'après la gravure, mais ça n'est pas sûr du tout qu'il l'ait été véritablement, et puis tous les traits de l'architecture classique française, l'utilisation des calages qui viennent scander la façade, ce jeu très subtil sur la paroi elle-même, la modénature, les tables saillantes et rentrantes, les bustes ici qui sont placés sur des petites consoles qui montrent que nous sommes dans une maison de plaisance royale avec une architecture riche et décorée, la petite guirlande, n'est-ce pas, au-dessus de la porte d'entrée, tout cela définit un bâtiment très soigné mais relativement modeste dans ses dimensions. C'est plutôt par le plan, finalement, que le Val va montrer son originalité, un plan là tout à fait extraordinaire dans ses dispositions, avec en fait la reprise de 3 modules carrés, en quelque sorte, un grand carré central qui va être le salon, qui est intitulé salon où le roi mange ordinairement au retour de la chasse. On doit se souvenir que le Val est normalement un pavillon de chasse, en quelque sorte une halte de chasse en forêt de Saint-Germain. Et puis, d'un côté de ce salon, un appartement classique, si je puis dire, traditionnel, tel qu'on le connaît déjà depuis un certain temps, avec une chambre, un cabinet et une garde-robe. Et de l'autre côté, au contraire, une disposition beaucoup plus étonnante, jouant sur la forme des pièces et avec un certain goût pour faire tangenter les pièces entre elles, et avec cette particularité un petit peu gadget ici d'avoir un poêle qui est censé chauffer les 4 salles à la fois pour les chasseurs transis au retour de la chasse. C'est une disposition en fait dont on trouverait des origines relativement lointaines, c'est-à-dire cette idée d'avoir un salon central qui donne vers des appartements symétriques. C'est quelque chose qui naît en Italie à la fin du XVe siècle, par exemple dans la villa de Poggio a Caiano de San Gallo, près de Florence, mutatis mutandis bien sûr, mais c'est le souvenir de cela qu'on retrouve. Et même dans un bâtiment qui se trouvait lui aussi à Saint-Germain, le premier château neuf de Saint-Germain-en-Laye, construit par Philibert Delorme à la fin du règne d'Henri II, on trouvait quelque chose d'assez comparable, c'est-à-dire un grand salon donnant vers 2 appartements symétriques. Donc ça, c'est quelque chose qui va malgré tout faire un petit peu son chemin dans le domaine de la maison de plaisance. Et on va voir que malgré leur excentricité, ces maisons royales françaises, eh bien, de ces maisons royales, on va réutiliser quelques traits par la suite dans un certain nombre de réalisations. C'est sans doute également parmi ces maisons de plaisance du milieu de la cour qu'il faut situer une maison tout à fait intéressante et étonnante dans ses dispositions, qu'est la maison du peintre Charles Lebrun,
à Montmorency, édifiée vers 1675, qui était une maison très complexe. La gravure ici ne rend pas compte entièrement de l'édifice lui-même, qui était beaucoup plus complexe que ce que l'on peut apercevoir ici, qui avait des vues très variées et qui avait la particularité d'être finalement centré autour d'un motif très particulier qui est un motif de vide central avec une baie serlienne au centre, ce qui est véritablement un motif très, très rare dans l'architecture française. En tout cas, l'utilisation de ce type de motif au centre d'une façade est quelque chose de relativement inhabituel, et on se trouve ici véritablement face à une maison d'artiste dans tout ce qu'elle peut avoir, là encore, d'original et d'un peu excentrique. Une maison d'artiste qui va échapper aux règles et aux usages, mais qui également donne à celui qui la possède un statut d'artiste gentilhomme. On se trouve ici dans une longue tradition de maisons d'artistes, depuis la maison de Mantegna à Mantoue, en passant par celle de Giulio Romano dans cette même ville, ou la maison de Rubens à Anvers, c'est-à-dire une tradition de richesse et d'originalité extrême de ces maisons d'artistes, image que nous donne également la maison de Lebrun à Montmorency. On a évidemment beaucoup représenté cette maison parce qu'elle a été très appréciée. Il n'est pas étonnant de voir un peintre s'intéresser à la maison de ce peintre. Pierre Crozat, le patron de Watteau, a possédé ce domaine de Montmorency au début du XVIIIe siècle, et Antoine Watteau a eu l'occasion d'y faire de nombreuses excursions. Il nous en a laissé quelques dessins, et puis ce merveilleux tableau qui est conservé au Museum of Fine Arts de Boston, qui est intitulé La Perspective, et qui nous montre, encadré par ces hautes futaies, la partie centrale justement de la maison de Lebrun, avec une trouée vers le ciel, comme ça, qui n'existait probablement pas véritablement. Mais on voit que Watteau a été naturellement sensible à ce motif central de la maison de Lebrun. On a pas mal effectivement recherché les sources de cette disposition tout à fait étrange pour une maison française. Katharina Krause a proposé effectivement le rapprochement assez judicieux avec la villa Aldobrandini, construite pour Pietro Aldobrandini, le neveu du pape Clément VIII, où l'on retrouve au centre même de cette villa le principe de la baie serlienne, effectivement, c'est-à-dire le principe d'un vide assez monumental. Je proposerai quant à moi aussi une autre comparaison avec le nymphée de la villa Giulia à Rome, que très vraisemblablement Lebrun avait pu dessiner et voir pendant son séjour romain. Et là, manifestement, on voit que Lebrun essaye de mêler en quelque sorte deux types architecturaux, celui du casino à la manière italienne, à la manière romaine, se revendiquant lui-même comme un artiste héritier de Rome, et le principe de la maison moderne française, avec ses calages ici, que l'on avait déjà vu tout à l'heure au château du Val, et le principe des bustes sur leurs petites consoles, qui donnent une façade très décorative et très riche. Donc là, un parti en quelque sorte mixte, où les souvenirs de l'Italie sont manifestement extrêmement présents. Ces maisons de plaisance du milieu royal, et même la maison de Charles Lebrun, vont avoir un impact qu'on pourrait qualifier de direct auprès d'un certain nombre, à vrai dire peu, mais tout de même peu de maisons, mais assez importantes par leur statut, quelques maisons de plaisance qui vont être élevées au début du XVIIIe siècle par soit des membres de la très haute aristocratie de cour, soit même carrément par des membres de la famille royale. Appartient à cette catégorie la maison de plaisance du prince de Soubise, élevée à Saint-Ouen entre 1714 et 1717 sur les dessins de Germain Boffrand. C'est-à-dire à peu près au moment où s'élevait également l'hôtel de Soubise à Paris, un tout petit peu plus tard. Je vous montre ici donc la façade de cette maison de plaisance du prince de Soubise à Saint-Ouen, à travers une gravure de Jean Mariette, une gravure de l'architecture française de Jean Mariette.
Vous voyez d'emblée ce qui nous rappelle la disposition du Grand Trianon, c'est-à-dire évidemment un bâtiment avec un simple rez-de-chaussée où le toit est masqué par le garde-corps, bâtiment dit à la romaine, tel que l'appellent les architectes français, sans que je connaisse d'ailleurs à Rome de bâtiments qui puissent être l'équivalent de ce genre de choses, et la présence évidemment du péristyle scandé par des colonnes, un ionique qui est d'ailleurs l'ionique du Grand Trianon. Donc là, on a un rappel direct des dispositions de la maison de plaisance royale. La maison du prince de Soubise à Saint-Ouen était correspondait à un étonnant dispositif. Il s'agissait d'un pavillon avec juste 2 appartements placés au centre d'une sorte de cour-jardin bordée elle-même de très grands bâtiments où étaient disposés les services, la salle à manger ou des appartements d'invités. On a l'impression, effectivement, avec ce pavillon, de voir un de ces ordinateurs extra plats auxquels il faut absolument ajouter des périphériques à chaque fois qu'on veut avoir véritablement une fonction un petit peu opérante, puisque tous les services sont rejetés en dehors de ce pavillon central. Le pavillon central lui-même doit évidemment beaucoup aux dispositions du château du Val. Vous y retrouvez le principe du salon carré central, accessible cette fois par un péristyle, mais avec de part et d'autre, d'une manière moins imaginative, plus symétrique, plus régulière qu'au château du Val, les 2 appartements traditionnels pour monsieur et pour madame, le tout étant doté de petits entresols où étaient disposées des pièces un petit peu plus intimes. La façade du côté du jardin rappelait, elle, encore plus nettement les dispositions de la façade du Grand Trianon, avec cette scansion, naturellement, par des pilastres d'ordre ionique et le principe des grandes arcades qui marquaient le centre de la façade. Donc là, on voit bien que ces maisons royales, elles ont malgré tout une certaine descendance, mais il faut aller les chercher véritablement dans un milieu princier, et c'est également ce que l'on peut retrouver dans une autre maison très, très originale, là encore, et qui véritablement, pour son parti architectural, est quelque chose de tout à fait unique à l'époque, qui est l'ensemble du Palais Bourbon et de l'hôtel de la Sée, qui est un ensemble construit pour la duchesse de Bourbon à partir de 1722. L'histoire de la construction du Palais Bourbon et de l'hôtel de la Sée est relativement complexe, puisqu'elle fait passer 3 architectes successivement. Un architecte italien qui s'appelle Giardini, ensuite il y a une intervention de Pierre Caïto dit l'Assurance, puis de Jean Houbert, l'architecte des Condés, avec une consultation probablement de Jacques V Gabriel. Donc l'histoire du bâtiment est passablement complexe, et le parti architectural lui-même est un parti architectural très ambigu, puisqu'on est face à une sorte d'hôtel particulier, maison de plaisance, à une sorte de palais urbain, ou plutôt périurbain, qui est construit dans un quartier qui était encore à cette époque très peu peuplé, et véritablement, le bâtiment a plus l'allure d'une maison de plaisance que celle d'un hôtel particulier. On remarquera par exemple que l'on rentre par une avant-cour qui est entièrement bordée d'arbres et qui devait donner effectivement l'illusion de rentrer plutôt dans un jardin que véritablement dans une cour parfaitement minérale. D'autre part, les vues vers la Seine étaient évidemment un des éléments essentiels de la disposition de ces bâtiments eux-mêmes. L'élévation du Palais Bourbon du côté de la Seine reprenait, je dirais presque textuellement, les élévations du Grand Trianon. Il est évident que parmi la descendance du Grand Trianon, le Palais Bourbon est certainement le fils le plus avouable en quelque sorte, mais on est ici dans un phénomène assez compréhensible, puisque la duchesse de Bourbon était elle-même une fille légitimée de Louis XIV et de Madame de Montespan, donc le rappel des maisons royales est quelque chose de tout à fait logique dans cette maison d'une princesse du sang à Paris. Donc vous voyez que la reprise d'un ordre jumelé, le motif des grandes arcades en plein cintre, également le traitement du bâtiment lui-même à la romaine, tout cela rappelle les dispositions du Grand Trianon. Du côté de la cour, le Palais Bourbon avait des dispositions un petit peu différentes, puisque le centre était très nettement marqué par ce grand fronton semi-circulaire, effet baroque dont d'habitude l'architecture française est relativement économe et qu'on peut noter ici presque comme une sorte d'unicum, le centre de la façade marquant la présence de la chambre de parade de la duchesse,
dans une sorte de syndrome versaillais, n'est-ce pas, avec la chambre princière ou royale au centre. Le plein, évidemment, l'idée du plein dans l'axe est quelque chose de relativement rare dans l'architecture française, puisqu'on rentrait au Palais Bourbon par le côté, ici, par ce vestibule ovale, et ce plein dans l'axe, eh bien manifestement, ça vient de la disposition de la chambre de Louis XIV à Versailles, au centre même de la cour de marbre, au premier étage, bien sûr, alors qu'ici, elle a été ramenée au rez-de-chaussée. Remarquez également ce plan très extraordinaire du Palais Bourbon qui ménage une grande place à l'appartement d'apparat, ici, et puis tout de même une place aussi assez considérable à 2 appartements de commodité. Les théoriciens de l'architecture diront que c'est au Palais Bourbon qu'on a commencé à se loger véritablement pour soi, avec une sorte d'art de vivre et du confort qui commence à devenir extrêmement important dans ce bâtiment. Mais évidemment, nous sommes face à des bâtiments de dimensions considérables qui supposent des moyens tout à fait extraordinaires, et ça n'est pas du côté de ces maisons que l'on va pouvoir trouver un archétype utilisable pour des maisons de plaisance destinées à des commanditaires un petit peu plus modestes. C'est donc ailleurs qu'il faut aller chercher le modèle des maisons de plaisance qui vont assez largement fleurir en France au XVIIIe siècle. Et ce modèle, je crois, je ne suis pas le seul d'ailleurs à le penser, je crois qu'on peut l'identifier assez facilement avec le château d'Issy, qui se trouvait sur la commune d'Issy-les-Moulineaux et qui a disparu qui a été incendié pendant le siège de Paris en 1871. Je vous en montre ici une photographie prise avant sa disparition, donc qui vous montre l'état de la maison avant 1871. Il s'agit d'un bâtiment qui avait été construit par l'architecte Pierre Bullet pour un gentilhomme de robe parisien, Denis Talon, et qui est construit à partir de 1686. Ce qui est intéressant, notamment dans ce château d'Issy de Pierre Bullet, c'est sa genèse. C'est-à-dire que si vous conservez à l'esprit l'image de cette maison, on voit que ce que Bullet avait prévu tout d'abord, dans ses tout premiers projets, c'est quelque chose de radicalement différent. Et quelque chose qui était complètement inspiré par l'architecture et par les villas de Palladio. Il avait envisagé une façade sur la cour pour ce château d'Issy qui était marquée par un avant-corps central à 3 arcades identiques, ce triplet d'arcades qui est un élément symptomatique de l'architecture de la Vénétie, de l'architecture vénitienne, qu'on trouve à la fois sur les palais vénitiens et également dans les villas de la Vénétie, pas seulement d'ailleurs dans celle de Palladio. Et d'autre part, il avait prévu une maison avec un toit plat, ou tout au moins dissimulé par le garde-corps, et un grand fronton venant couronner le tout. Une des seules concessions, pourrait-on dire, à l'architecture nationale était la présence des calages d'angle qui rappelaient évidemment les modèles que nous avons vus précédemment. Je vous montre ici quelques modèles de villas de Palladio, les plus proches que j'ai pu trouver de l'élévation de Pierre Bullet, la villa Saraceno ou la villa Zeno, qui vous montrent effectivement de quoi Bullet était parti pour imaginer son premier projet de maison d'Issy qu'on ne pourrait plus facilement qualifié de villa d'Issy. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de très intéressant parce que Bullet va être un des rares architectes de sa génération à se pencher très nettement sur les dessins de Palladio. Il va même imaginer véritablement des maisons à la manière de Palladio, tel qu'il l'indique proprement sur ses plans, alors qu'encore une fois, l'architecture française de cette époque n'est pas est finalement assez éloignée des règles palladiennes. Elle va le devenir bien plus tard, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais à cette époque, c'est quelque chose de tout de même assez notable. Suffisamment notable d'ailleurs pour que le commanditaire soit évidemment affolé par cette idée qu'on lui propose une villa vénitienne aux alentours de Paris et qu'il demande vraisemblablement à Bullet de revoir sa copie. Et donc en 1686, Talon signe paraphe un dessin qui est déjà nettement francisé par rapport à la première proposition. Vous voyez que la maison a toujours son triplet d'arcades. Ici, nous sommes sur le jardin cette fois, mais elle y a gagné un comble brisé
et également ce motif des médaillons dans les écoinçons ici, qui est un motif cher à Pierre Bullet, à la fois dans l'architecture extérieure et dans l'architecture intérieure, et puis on accroche un buste sur gaine au centre du trumeau. Donc voilà, déjà l'esthétique a très très nettement changé entre une maison extrêmement palladienne et quelque chose qui tend à se tempérer très nettement. Et les choses vont aller encore plus loin, puisque est-ce qu'il s'agit d'un dessin fait pour une modification de la maison après sa vente au prince de Conti en 1698 ? Est-ce qu'il s'agit déjà d'une autre variante pour Denis Talon ? C'est assez difficile à savoir parce que ces dessins sont relativement difficiles à dater. Ce sont des dessins qui sont conservés pour l'essentiel à Stockholm dans la collection Tessin Harleman Cronstedt, où vous voyez que la façade sur la cour, alors pour le coup, a changé radicalement de physionomie avec un avant-corps central on ne peut plus traditionnel de l'architecture française, superposition des ordres, de pilastres sur des colonnes, un entablement complet ici, la présence de bustes et également toujours donc, la présence de calages et puis d'un grand combe. Donc l'idée de départ de Bullet a évidemment presque complètement disparu et Mariette, en 1727, diffusera l'image d'une maison qui a beaucoup plus, cette fois-ci, qui relève beaucoup plus de l'archétype de l'architecture française que de l'architecture italienne. Je vous montre ici la façade donc sur cour telle qu'elle a été diffusée par Mariette et la façade sur le jardin telle que vous l'avez vue dans la photo tout à l'heure, donc prise avant la disparition de cette maison, dont d'ailleurs Auguste Rodin éprouvera le besoin de remonter une partie des avant-corps dans sa villa de Meudon. Il avait racheté une partie des éléments de ce château d'ici pour les remonter dans sa maison de Meudon, ce qui prouve bien tout de même encore l'intérêt que pouvait susciter une telle construction. Finalement, ce qui ne subsiste plus guère de palladien dans cette maison après qu'elle ait été considérablement modifiée, c'est le plan lui-même, un plan massé, bien sûr, un plan carré, mais qui dispose dans la partie centrale un vestibule de plan lui-même carré et un salon extrêmement allongé, qui est rare dans l'architecture française, qui vient manifestement, qui lui est un souvenir des salons ou des salles très allongées que l'on trouve dans les villas ou dans les palais vénitiens. Le portego des palais vénitiens se retrouve ici. Et ça, évidemment, ça reste un élément un petit peu exotique, en quelque sorte, dans cette maison. Mais vous voyez tout de même que les choses ont été considérablement tempérées au fil de l'évolution de ce projet. Le château d'Issy, pour le coup, va pouvoir constituer évidemment un modèle pour un certain nombre de particuliers riches, de financiers, parce que la maison de plaisance, surtout aux alentours de Paris, ça va être pour l'essentiel un apanage du milieu de la finance. En 1688, le comédien et auteur de théâtre Florent Carton, dit Dancourt, va créer une petite pièce en un acte qui s'appelle La Maison de campagne, que j'ai eu l'occasion de relire à l'occasion de la préparation de cette conférence. Il s'agit d'un ouvrage satirique qui nous peint un Robin parisien, M. Bernard, aux prises avec le coût exorbitant du train de sa maison de campagne. Et ce qui lui arrache ses paroles: depuis que ma pandarde de femme m'a fait acheter cette maison de campagne, j'ai dépensé en moins d'un été mon revenu de 4 années. Donc, ce qui montre bien que ces maisons, d'abord il y faut grande compagnie, bonne chère, bon vin naturellement, comme le rappelle la pièce de Florent Carton d'Ancourt, et ça va être essentiellement une affaire effectivement de gens de finance qui vont faire construire ces maisons dans la couronne parisienne. Parmi les descendantes, en quelque sorte, du château d'Issy, on peut trouver la maison construite pour Étienne Regnault, receveur des tailles de la Généralité de Paris, donc un homme de finance, par l'architecte Jean-Baptiste Leblond, qui se mettra ensuite au service du tsar de Russie pendant quelques années. Il s'agit d'une maison dont vous voyez ici la masse au sein d'un assez vaste jardin, arrangé de manière parfaitement symétrique, le bâtiment lui-même étant presque isolé de toutes parts. Il y a tout de même ces murs
qui viennent encadrer la cour d'entrée, mais malgré tout, on a une autonomie presque totale du bâtiment au sein de son environnement, et ça, c'est un élément très important dans la maison de Plaisance, qui va devenir d'ailleurs de plus en plus important. La masse de cette maison se définit parfaitement au sein d'un environnement presque entièrement végétal, tout au moins végétal sur les trois côtés, et il tendra à le devenir complètement par la suite. La maison nous est connue notamment par les gravures de Mariette, bien sûr, et vous voyez combien cette maison doit effectivement au modèle du château d'Issy, avec le principe de cet avant-corps que nous retrouvons, le traitement d'ordres qui sont un petit peu moins présents que sur la façade du château d'Issy, puisqu'il ne s'agit que de pilastres, mais malgré tout, on a quelque chose qui est manifestement très nettement démarqué du modèle que constitue le château d'Issy de Pierre Bullet. La maison a un plan strictement massé avec seulement une manière de dynamiser en quelque sorte la façade sur le jardin au moyen d'un léger renflement central de la façade qui est justifié par la présence d'un salon rond dans la partie centrale. Et on notera également la présence de la salle à manger, luxe de financier, n'est-ce pas ? La présence de la salle à manger ici dans cette maison dotée d'un office à côté. Donc ça, ce sont des éléments de vie également qui sont très importants et qui appartiennent essentiellement à ces milieux de la finance. Donc la maison Regnault, elle est construite dans les années 1713-1714 et on peut la situer directement dans la descendance du château d'Issy. Parmi les maisons qui doivent beaucoup également à Pierre Bullet et à son château d'Issy, il y a une autre maison de financier qui est hors du cadre national, mais après tout, les milieux de la finance sont internationaux, et la maison du banquier Lulin dans le faubourg de Gentot, un faubourg de Genève, qui est réalisé dans les années 1720 à l'occasion d'un séjour à Genève de Jean-François Blondel, montre des dispositions qui sont manifestement directement issues du premier projet de Pierre Bullet pour le château d'Issy. On y retrouve ce triplet d'arcades, n'est-ce pas, tellement particulier, le traitement avec les calages, le grand fronton sculpté, l'absence de toit, tout ça, effectivement, en fait une espèce de villa palladienne aux alentours de Genève. Et là encore, nous sommes dans le milieu de la finance, dans le milieu de la banque, qui va être très important, bien sûr, pour l'augmentation de ce type de la maison de Plaisance. Toutefois, le panorama de la maison de Plaisance dans la première moitié du XVIIIe siècle ne se réduit évidemment pas à une pure et simple déclinaison de ces deux types. Celui des maisons princières, héritières de l'originalité et même de l'extravagance des bâtiments royaux, qu'on a vu à travers la folie du prince de Soubise à Saint-Ouen ou le palais Bourbon, et celui des maisons de plan massé aux dimensions modestes, dont le château d'Issy apparaît comme le parfait archétype. D'une part, ces deux groupes ne sont pas absolument imperméables l'un à l'autre, et d'autre part, l'image traditionnelle du château vient quelquefois interférer dans certaines réalisations, amenant la création de parties inédits. C'est le cas, par exemple, pour cette maison de Pierre Crozat à Montmorency. Pierre Crozat, qu'on appelait par paradoxe Crozat le pauvre, puisqu'il avait quelques millions de livres de moins que son frère Crozat le riche, Antoine Crozat. Pierre Crozat va racheter au début du XVIIIe siècle l'ancien domaine de Lebrun à Montmorency, va faire arranger la maison de Lebrun et puis va faire construire à côté de cette maison une maison beaucoup plus vaste qui nous est connue là encore par les gravures de Mariette, qui a disparu dans les années 1840 si mes souvenirs sont bons. Il s'agit d'un bâtiment qui par ses dimensions peut prétendre en quelque sorte au statut de château. Il a à peu près 50 mètres de long. Il reprend par ses dispositions de façade des traits du grand château du XVIIe, un avant-corps central très nettement renflé, comme vous le voyez ici, qui rappelle la rotonde centrale du château de Vaux, et des traits également de magnificence des maisons royales, comme l'utilisation d'un ordre colossal de pilastres qui vient scander la façade et lui donner une monumentalité tout à fait particulière. Toutefois,
Contrairement à toute la tradition du château français, Montmorency est en fait une longue barre, sans autre animation que les deux avant-corps centraux, du côté du jardin et du côté de l'entrée, et celui sur le jardin étant évidemment l'expression du salon à l'italienne, comme ça avait été le cas au château de Vaux. Je vous montre ici la coupe donc, de cette maison de Pierre Crozat à Montmorency, où on voit effectivement la présence de ce grand salon à l'italienne qui rappelle évidemment le modèle de celui du château de Vaux-le-Vicomte. Je crois que j'ai une vue de Vaux juste pour rappel, bien entendu. Manifestement, le souvenir est très net, non seulement la rotonde centrale, mais également l'utilisation d'un ordre de pilastres colossaux sur les pavillons à Vaux, se retrouve sur toute la façade au château de Pierre Crozat à Montmorency. Au premier étage, tout de même, on note un souci d'organisation intérieure et de rationalité dans la distribution qui mérite d'être souligné. On y voit ici l'adoption du mode de distribution à couloir central qui se limite bien sûr au premier étage. C'est une formule dont on pourrait repérer peut-être des usages un petit peu plus anciens, mais qui véritablement fait son apparition tout de même au tout début du XVIIIe siècle, ici, dans ce château de Pierre Crozat à Montmorency, et que l'on retrouverait pratiquement à la même date dans une maison princière cette fois, puisqu'il s'agit du château neuf de Meudon, construit pour le grand dauphin, fils de Louis XIV, entre 1706 et 1709 par Jules Hardouin-Mansart, où on retrouve ce parti de grand hôtel, n'est-ce pas, avec un grand corridor central, là qui vient buter sur l'appartement de Monseigneur, mais qui aux autres étages existait de bout en bout, éclairé aux extrémités et qui dispose de part et d'autre des appartements parfaitement standardisés en quelque sorte, avec une chambre, un cabinet et une garde-robe. La garde-robe étant en général le lieu où loge le domestique du seigneur qui est invité. Donc ça, cette disposition à couloir central qui va être reprise constamment au XVIIIe siècle dans les maisons de plaisance, on en voit l'apparition concomitante chez un financier à Montmorency et chez le fils du roi à Meudon. Preuve que, effectivement, beaucoup de réflexions se font autour de ce mode de distribution. Le bâtiment qui peut-être incarne le mieux cette mixité en quelque sorte entre le parti du château et le parti de la maison de plaisance, c'est le château de Champs-sur-Marne, construit pour un financier, construit pour Paul Poisson de Bourvalet entre 1703 et 1707 par Pierre Bullet, l'architecte du château d'Issy, et par son fils Jean-Baptiste Bullet de Chamblin. Et il est d'ailleurs un petit peu difficile de faire la part des choses entre les deux personnages dans les dispositions de ce château de Champs-sur-Marne. C'est donc un bâtiment qui combine à la fois certains traits traditionnels du château, le jeu des avant-corps latéraux par exemple, le jeu des toits également, de l'autre côté également le jeu de la rotonde centrale servant d'avant-corps sur la façade, sur le jardin, qui est un rappel un petit peu atrophié de celle de Vaux-le-Vicomte, mais on voit évidemment combien ce château de Champs-sur-Marne lui aussi doit, dans ses dispositions de façade, doit allégeance en quelque sorte à la façade du château d'Issy. Et c'est bien normal puisqu'on est face à une production en quelque sorte du même architecte, même si le fils vient s'ajouter à cette affaire. La façade, la partie centrale de la façade de Champs-sur-Marne est une ressucée en quelque sorte de la façade du château d'Issy avec quelques différences à peine. Le plan du château est lui-même assez riche d'enseignements, puisque on y trouve la place pour un salon central de forme ovoïde, une forme ovoïde qui existait déjà à Vaux-le-Vicomte et au château de Pierre Crozat à Montmorency, mais l'ovale est retourné dans l'autre sens. Ce qui fait que l'avant-corps central ne va plus avoir cette forme très vaste au centre de la façade, mais au contraire va être beaucoup plus limité dans sa volumétrie et donc va pouvoir être utilisé pour des bâtiments de dimension plus modeste. Sinon, un très vaste avant-corps sur un bâtiment beaucoup trop petit, ça crée un problème de proportion difficile à surmonter. Et donc le retournement
de ce salon central ovale est évidemment quelque chose d'important pour la répercussion qu'il a sur le traitement de la façade. Notez également, ici vous avez le plan du rez-de-chaussée et là le plan du premier étage, c'est qu'on est face à un bâtiment où le plan du premier étage est pratiquement une reprise, une manière de décalquer le plan du rez-de-chaussée, à quelques exceptions près. On reprend les dispositions des appartements du rez-de-chaussée. Et donc là, il y a justement un contre-exemple à ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire l'avènement du couloir central. Et bien précisément, il est refusé au château de Champs-sur-Marne au profit d'une disposition plus traditionnelle, conservant à ce château la présence du bel étage, ou tout au moins de quelque chose qu'on peut interpréter comme le bel étage, au niveau du premier étage. Parce que ça aussi, c'est une conséquence assez lourde de l'utilisation du couloir central à l'étage, c'est que le bel étage, il est forcément le rez-de-chaussée. Alors que dans la tradition française, le bel étage, c'est habituellement le premier étage. Si on utilise un couloir central distribuant les appartements de manière parfaitement rationnelle et rigoureuse, évidemment, le bel étage d'habitation, il est forcément le rez-de-chaussée. Ici, à Champs-sur-Marne, on a une ambiguïté entre le rôle de ces deux niveaux qui fait effectivement une partie de la richesse de ce bâtiment, de ce château. Les dispositions de Champs-sur-Marne et peut-être des avant-projets de Champs-sur-Marne, eh bien, ils vont avoir un impact assez remarquable en province, parce qu'après tout, Paris et la couronne parisienne ne sont pas la France, et que ce phénomène de la maison de plaisance, eh bien, il faut essayer de le cerner en dehors de l'Île-de-France. C'est ce que j'avais essayé de faire il y a très 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 longtemps, au temps de mes études à l'université de Rennes, où je m'étais penché sur le cas de ces maisons d'armateurs malouins, que sont les malouinières, construites dans les premières années du XVIIIe siècle pour des gens qui, à la même époque, s'enrichissent considérablement dans les profits faits en mer, dans la guerre de course qui caractérise notamment la fin du règne de Louis XIV, avec une activité tout à fait remarquable du port de Saint-Malo, et donc des fortunes qui se font à ce moment. Et on voit apparaître dans les 20-30 premières années du XVIIIe siècle des maisons très modernes qui doivent évidemment énormément au motif du château de Champs-sur-Marne, de manière plus restreinte bien sûr, mais on y retrouverait beaucoup des traits de Champs-sur-Marne. Je vous montre ici la maison de la Chipaudière à Paramé, à quelques encablures de Saint-Malo, qui est construite entre 1710 et 1720 pour un des membres d'une des plus grandes familles d'armateurs malouins, la famille Magon. Et vous voyez ici la façade sur le jardin qui est caractérisée justement par cette rotonde à 3 pans qui marque le centre de la façade et la place du salon central, ovale, à l'intérieur de la maison. Notez la sobriété extrême de ces façades, dans lesquelles le granit joue effectivement un rôle important. On y a vu bien souvent la patte de l'ingénieur militaire, Siméon de Garangeau, qui joue certainement un rôle important dans ces constructions à Saint-Malo. Il n'est probablement pas le seul, et j'avais avancé, au moment où j'avais travaillé sur ces maisons, que probablement les armateurs malouins, qui étaient en relation directe avec les financiers parisiens, avec les Crozat, avec les Bernard, avaient pu avoir connaissance de dessins, notamment de l'atelier de Bullet, et que l'on retrouve peut-être ici un impact de cette esthétique très rigoureuse, très graphique de Pierre Bullet à travers ces maisons. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir la ressemblance qui existe entre ces différentes maisons, notamment les maisons des Magons. Je vous montre ici donc la Chipaudière, voici le Bosc, pas très loin, sur la commune de Saint-Jouan-des-Guérets, dominant le site de la Rance maritime. Maison qui est construite en 1717 pour une veuve et ses 3 fils, Magons. Et dans le contrat d'union entre ces personnages, un des fils Magon dit qu'il apporte 20 000 livres de profits faits en mer pour la construction de cette maison. Donc les malouinières sont directement liées naturellement à l'enrichissement qui existe à Saint-Malo à cette époque. Donc on retrouve ici au château du Bosc exactement les mêmes traits, c'est la petite sœur évidemment de la Chipaudière, on retrouve exactement les mêmes traits qui viennent directement de cette architecture parisienne qui était bien montré par le château de Champs-sur-Marne. Je vous montre le plan du rez-de-chaussée et celui de l'étage du Bosc.
Au rez-de-chaussée, vous avez donc ce salon dont nous avons déjà noté la présence au château de Champs-sur-Marne, donc ce salon ovale allongé en quelque sorte qui justifie la présence de cette rotonde à 3 pans. De ce côté-ci se trouvait la salle à manger et ici la cuisine. Et ça, c'est évidemment une intervention d'un certain mode de vie bourgeois dans ces maisons, c'est que la cuisine n'est pas rejetée dans des bâtiments annexes, mais elle est intégrée dans la maison elle-même. Et ça, on le voit pratiquement dans toutes ces malouinières. La cuisine fait partie de la maison et elle n'est pas rejetée dans des bâtiments de commun sur les côtés. Il ne s'agit pas d'un office, mais véritablement d'une cuisine. Et au niveau du premier étage, nous avons une distribution avec un couloir central, ce qui montre que dès les toutes premières années du règne de Louis XV, dès 1717, alors qu'aucun recueil d'architecture n'avait déjà diffusé cette manière de distribuer le premier étage des maisons, on connaît cela en Bretagne, à Saint-Malo, et qu'on l'utilise hardiment dans la plupart de ces maisons, rompant avec un mode de vie beaucoup plus traditionnel qui voulait qu'on ait des chambres qui se commandent les unes les autres, voire même des dortoirs pour les jeunes enfants de la famille. Ici, au contraire, on a une volonté d'individualiser les chambres de chacun des membres de la famille, qui correspond d'ailleurs à un mode de vie assez particulier que commencent à lancer ces familles du patriciat malouin. D'autres maisons construites à peu près dans les mêmes années, toujours pour les mêmes familles. Donc vous voyez la malouinière de la Villebague, ici construite dans les années 1710-1715, n'ont pas tout à fait ce raffinement, pas cette animation de la façade. Elle ressemble cette fois-ci beaucoup plus aux immeubles de Saint-Malo. Là, on a l'impression effectivement de voir une sorte d'immeuble à la campagne, en quelque sorte, avec toujours cette même rigueur, malgré tout, des encadrements de fenêtres, de la modénature, une grande perfection de la taille de la pierre qui joue évidemment un rôle très important dans la réalisation de ces maisons. Et puis, peut-être un des petits chefs-d'œuvre, justement, de ces malouinières, le Voléro qui domine la baie du Mont-Saint-Michel à Cancale, qui est construit avant 1733, et vous voyez que vous avez des proportions tout à fait parfaites, avec un avant-corps central traité en granit de Chauzet, avec ces calages d'angle, qui sont évidemment des traits que nous avons déjà repérés à plusieurs reprises, mais qui sont parfaitement dominés ici, depuis l'arrivée manifestement de l'ingénieur militaire à Saint-Malo. Ce qui est notable ici au Voléro, c'est qu'il est reconstruit par un tout petit seigneur du coin qui s'appelle Julien Chéville écuyer, donc ça veut dire c'est véritablement un tout petit noble, dont cette maison va constituer le manoir en quelque sorte. Et d'ailleurs, en 1737, lorsque la maison est décrite, on parle du manoir noble du Voléro. Ce qui veut dire que cette maison très moderne de conception, son image va remplacer celle du manoir traditionnel. Alors, quand on sait à quel point les Bretons étaient attachés à cette image du manoir issu du XVe siècle, il y a véritablement une révolution culturelle qui s'opère, et c'est assez frappant de voir cette petite noblesse bretonne faire confiance à ce point à l'architecture moderne. On en rêve presque aujourd'hui dans la construction de ce type de maison et changer radicalement son mode d'habitat. Ces petites maisons, évidemment, ces maisons de ce qu'on pourrait qualifier dans la banlieue parisienne de maisons de plaisance, mais qui sont véritablement le succédané du manoir ou du petit château, on n'en trouve pas bien sûr qu'en Bretagne, et on pourrait en repérer bien sûr dans d'autres régions. On a eu la gentillesse de me communiquer une image de cette ravissante maison du château de Vaux-la-Ville, près de Bayeux, où vous voyez effectivement des dimensions assez comparables à celles des Malouinières, mais une architecture assez différente, une architecture plus savante, plus parisienne, pourrait-on dire, avec l'utilisation là encore des calages, mais un jeu sur les parois, évidemment, qui est assez différent de celui qui était imposé par les matériaux relativement frustes utilisés par les Malouins. Donc là, une architecture un petit peu plus savante, même si le plan massé nous rappelle un peu celui des Malouinières. Là, nous sommes dans une maison construite vers 1720. En Bourgogne, on pourrait repérer un certain nombre de ces maisons aussi, avec notamment le château de Beaumont-sur-Vingeanne, tout petit édifice qui a la particularité d'être construit à la romaine, lui aussi, avec un toit dissimulé derrière la balustrade. Et là aussi, on est plus proche, effectivement, des modèles parisiens, avec une architecture riche,
en sculpture décorative que permet naturellement le caractère de la pierre de cet endroit. Ici, nous sommes dans les années 1720 pour un aumônier du roi, Claude Joliot, donc un célibataire, ce qui permet de comprendre aussi la modestie de ce logis. Et puis, dans la périphérie d'autres grandes villes comme Montpellier, on trouverait également ce type de maison de plan massé, où toute l'animation de la façade est cantonnée, disons, si je puis dire, sur l'avant-corps central et avec un appareil décoratif extrêmement modeste qui se limite au-dessus de la porte d'entrée, comme dans le cas de ce petit château de la Mogère, près de Montpellier, construit en 1715-1716, sans doute par l'architecte Jean Giral, le grand architecte classique de cette époque dans cette région, pour un receveur des tailles et conseiller du roi, donc là nous sommes toujours dans le monde de la finance, qui s'appelait Fulcran Limosin. En 1737 puis en 1743 allaient paraître deux ouvrages traitant de la maison de plaisance, respectivement de la distribution des maisons de plaisance de Jacques-François Blondel et l'art de bâtir des maisons de campagne de Charles-Étienne Brizeux. Deux ouvrages qui étaient destinés apparemment à se faire concurrence et qui, en réalité, sont deux livres très différents l'un de l'autre dans leur ambition et dans leurs propos. Dans la distribution des maisons de plaisance, Blondel envisage la notion de distribution d'abord comme l'économie générale du domaine, l'économie générale de l'ensemble qu'il va traiter, jardin, cour, dépendance, au centre duquel se trouve placée la maison de plaisance. Et le terme de distribution n'est pas à entendre chez Blondel dans le sens de la distribution interne, comme on pourrait le croire assez facilement. Les 5 exemples avec lesquels il illustre son discours restent pour la plupart assez éloignés d'une architecture pratique et praticable, et le moins ambitieux des 5 projets qu'il présente est en fait un bâtiment à l'italienne de 15 toises de face, mais d'un parti général d'une richesse décorative incompatible avec l'habituelle discrétion des maisons de campagne. Tout de même, parmi les formules qu'il propose, on voit des maisons qui pourraient être adaptées effectivement par de riches particuliers. Donc je vous montre ici une des propositions de Jacques-François Blondel dans la distribution des maisons de plaisance, façade sur la cour, façade sur le jardin. Vous voyez que malgré tout, nous sommes face à une architecture relativement riche, notamment dans l'utilisation de la sculpture décorative, ici pour ce grand motif au-dessus de l'avant-corps central, la présence des bustes, la présence de groupes ici au-dessus des calages d'angle. On est dans une architecture relativement dépensière et onéreuse. Et concernant le plan, il est à noter qu'il s'agit de plans qui dérivent manifestement de celui de Champs-sur-Marne. Et au niveau du premier étage, Blondel proscrit absolument la formule du couloir central, qui trouve une formule triviale. Il dit que le couloir central est sujet effectivement à beaucoup de bruit et d'odeurs qui circulent dans la maison, et donc il proscrit absolument ce système de distribution qui va pourtant être le système de distribution qui va être adopté très largement tout au cours du XVIIIe siècle pour son caractère pratique évidemment et rationnel. Donc le livre de Blondel est en fait un traité plus théorique qu'il n'y paraît, et en réalité, c'est avec l'ouvrage de Brizeux que l'on va avoir un véritable recueil de modèles, d'espèces de modèles prêts à bâtir, donc dans son art de bâtir des maisons de campagne, qui paraît en 1743, et qui va fournir aux gentilshommes, aux bourgeois, aux seigneurs qui aiment l'économie, de quoi y puiser des projets pour ces constructions. Dans ce recueil publié en 2 tomes, Brizeux propose des bâtiments qui sont classés d'après leurs dimensions, allant depuis des maisons longues de 10 toises, c'est-à-dire environ 20 mètres, jusqu'à des édifices de 26 toises de face, c'est-à-dire environ 52 mètres. Voici ici une des premières propositions donc, de Brizeux pour un édifice, vous voyez, très modeste dans ses dimensions, dont
la façade ici sur le jardin rappelle singulièrement celle des maisons des armateurs malouins que je vous ai montré auparavant. Or, nous sommes ici plus de 20 ans plus tard, ce qui veut dire que la littérature architecturale, comme c'est d'ailleurs souvent le cas, n'est pas véritablement en avance sur son temps, mais ne fait que véritablement répercuter et assimiler en quelque sorte des formules qui ont été mises au point dans les décennies précédentes et les populariser en quelque sorte. Mais en tout cas, dans cette campagne de Saint-Malo, on n'a pas attendu, loin s'en faut, les recueils d'architecture pour construire des maisons qui ressemblent étrangement à celle-ci. Pour chaque taille et pour chaque gabarit de bâtiment, Brizeux propose plusieurs distributions. Vous voyez comment sont ordonnées ces planches, propose plusieurs distributions, dont la plupart d'ailleurs des distributions du premier étage sont dotées d'un couloir central. Et véritablement, Brizeux va se faire le diffuseur de ce mode de distribution. Donc là, vous avez des propositions pour des maisons relativement modestes, mais on va pouvoir trouver des bâtiments un petit peu plus vastes, dont les façades reprennent d'ailleurs très nettement celles de Champs-sur-Marne. Vous voyez que ce n'est pas une architecture extrêmement innovante, elle reprend des modèles du début du XVIIIe siècle, avec un caractère systématique donné justement à cette disposition du couloir central qui lui fait installer carrément des distributions en croix, n'est-ce pas, au premier étage de ces bâtiments. Il s'agit donc d'un recueil beaucoup plus pratique, qui a une volonté beaucoup plus pratique que celui de Jacques-François Blondel et qui aura sans doute un impact un petit peu plus important. Je dis sans doute parce que cet impact il n'a toujours pas été véritablement mesuré. J'ai relu à l'occasion de la préparation de ce cours un article que Françoise Hamon avait écrit en 1978, il y a 30 ans, dans la revue Art de l'Ouest, qui concernait justement toutes ces notions de château et de maison de plaisance. Et elle disait qu'il était très difficile, à cette date, en 1978, de mesurer l'impact de ces recueils d'architecture de Brizeux et de Blondel sur la construction. Et bien 30 ans après, on peut dire qu'on a guère avancé de ce côté-là et qu'il est toujours aussi difficile de savoir quel a été l'impact réel de ces recueils. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'études véritablement menées précisément sur l'impact de ce type d'ouvrage. Mais on peut se rendre compte, par exemple, que les grandes dispositions de maisons de plaisance proposées par Brizeux se retrouvent tout de même assez facilement dans certains châteaux du milieu du XVIIIe siècle. Je vous montre ici le château de la Motte-Tilly, construit par l'architecte François-Nicolas Lancret dans les années 1750 pour les deux frères Terret, l'abbé Terret et son frère, un bâtiment qui existe toujours et qui appartient au Centre des Monuments Nationaux. Et vous voyez qu'on est très très proche évidemment de ces modèles diffusés par l'art de bâtir des maisons de campagne de Charles-Étienne Brizeux. On pourrait peut-être même le constater pour des maisons un petit peu plus petites en dimension. Et là, nous revenons aux alentours de Montpellier avec cette maison de Langaran, construite pour Jean Vassal dans les années 57-60, où on peut là aussi peut-être trouver une certaine répercussion des modèles diffusés par la littérature architecturale. Les années 1750 et suivantes, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, vont être marquées par une reprise sensible, très sensible même, de la construction de grands châteaux de schéma traditionnels. C'est lié à plusieurs choses. C'est lié manifestement à une prospérité économique assez considérable dans le royaume qui permet des constructions très ambitieuses. C'est lié à une sorte de petite révolution esthétique où on tend de plus en plus à partir de la fin des années 1740 et des années 1750 à regarder vers le grand siècle, vers le siècle de Louis XIV, c'est l'ombre du grand Colbert, n'est-ce pas ? On regarde en arrière vers la grande architecture louis XIVienne, et puis on peut peut-être aussi mettre en avant pour la période des années 1760-1770, cette réaction nobiliaire dont nous parlent les historiens, dont il n'est pas aussi sûr que cela qu'elle ait eu un impact considérable dans le domaine artistique et dans le domaine de l'architecture, mais qui peut-être a eu un rôle à jouer dans ce renouveau de l'image traditionnelle et classique du grand château français. Évidemment, ça nous importe pour pouvoir déterminer à côté quelle va être la place de la maison de plaisance. Parmi, évidemment,
Ces grands châteaux, on pourrait en citer quelques-uns. La malignité a fait que j'ai cité plutôt des châteaux disparus, n'est-ce pas ? Le château de Courteil en Eure-et-Loire, qui était construit pour Jacques de Barbery, un intendant des finances qui a été beaucoup mêlé à la naissance de la manufacture de Vincennes et de la manufacture de Sèvres, au point qu'il a laissé son nom à une fameuse cuvette Courteil, une cuvette en porcelaine. Eh bien, il fait construire dans les années 1750 par l'architecte Le Carpentier un très grand château dont il ne reste plus aujourd'hui que des ruines dans le nord de l'Eure-et-Loire, château qui nous est connu heureusement par quelques documents, dont ce plan orné d'une très belle vue qui est conservé aux archives départementales d'Eure-et-Loire. Le même Le Carpentier construit pour le banquier de la cour, Jean-Joseph de Laborde, dans les années 1760, l'immense château de la Ferté-Vidame sur les ruines du bâtiment et de la fortune de la famille des Saint-Simon. C'est aujourd'hui une ruine extrêmement impressionnante. Je vous montre cette petite image amusante du château reconstitué dans son environnement réel. Vous voyez qu'il s'agissait d'une demeure véritablement princière, voire même quasi royale, pour un prince de la finance. Et vous voyez comment nous revenons à une image très, très traditionnelle et très imposante de ce château français à partir de ces années 1750-60. Même chose et même commentaire que l'on pourrait faire sur le château de Montboissier, construit pour la comtesse de Montboissier-Beaufort-Canillac, né Boutin, d'où la fortune, n'est-ce pas, qui fait reconstruire ce grand château dans les années 1770 par le contrôleur des bâtiments de Fontainebleau, Nicolas-Marie Potin, château dont il ne reste plus qu'un pavillon d'entrée, mais dont vous voyez la silhouette traditionnelle, n'est-ce pas, marquée notamment par le dôme à l'impériale, qui est un des traits de l'architecture royale française, depuis le Louvre pratiquement. C'est un motif évidemment très, très traditionnel de cette grande architecture. Et puis, on pourrait même citer le cas du château de Brienne, qui, lui, existe toujours, pour Louis-Marie Athanase de Loménie, qui était le frère du ministre Loménie de Brienne, et qui est construit dans les années 70 par Jean-Louis Fontaine, qui sera, si mes souvenirs sont bons, le cousin ou l'oncle du grand Fontaine, architecte sous l'Empire. Donc il y a manifestement une reprise très, très importante de cette grande construction du château français. Mais à côté de cela, la maison de plaisance, bien sûr, ne disparaît pas. Elle peut prendre des formes un petit peu diverses. On notera la présence de pavillons, de châteaux qui utilisent un parti un petit peu mixte dans ces années, également dans ces années 1750-1760. Je voudrais juste attirer votre attention sur le cas du château et du pavillon du roi à Croix-Fontaine, près de Melun, dont il ne reste aujourd'hui pratiquement plus rien, sinon quelques morceaux de pavés que j'ai essayé de regarder d'un petit peu près. Existait au début du XVIIIe siècle un grand château dans une boucle de la Seine, château de Croix-Fontaine, qui a appartenu à la famille Paris, à la famille des financiers Paris, et qui est racheté par le financier Bourret, un des cousins de Madame de Pompadour, dans les années 1740. Il le fait alors agrandir, il y fait installer des lambris somptueux par Pinault, tout ça sous la houlette de Le Carpentier, donc on a déjà vu comme l'architecte de la Ferté-Vidame. Et puis, dans les années 1750, au-dessus, sur le plateau qui domine ce premier château de Croix-Fontaine, Bourret va faire installer une sorte de maison de plaisance satellite de son château qu'on appelle le pavillon du roi. Je vous montre ici donc un plan d'intendance. Le château que je vous ai montré est dans la boucle de la Seine, et au-dessus, dans une immense scénographie comme ça qui se déploie, Bourret va faire construire un pavillon. On pourrait dire un pavillon à la moderne, pour paraphraser le langage du temps, qui est connu par un certain nombre de vues. Je vous montre ici une gouache d'Alexis Nicolas Pérignon, qui est passée en vente il y a quelques années, qui appartient à une collection particulière. Vous voyez qu'il s'agissait d'un bâtiment complètement isolé, au milieu d'un environnement très largement végétal. Les cours étaient des cours vertes, avec un rappel manifestement du parti de Marly, c'est-à-dire un pavillon qui dominait l'ensemble, pavillon sans toit, à l'italienne, à 2 niveaux, avec non pas des pilastres comme à Marly, mais des calages, mais qui affectaient la proportion des pilastres, et puis de petits pavillons ici, placés sur cette grande plateforme, qui étaient
d'ailleurs pas simplement 2 mais 4, et qui évidemment était une réminiscence du plan de Marly. Je crois que je dois avoir un détail un petit peu plus précis de ce château de ce pavillon du roi à Croix-Fontaine qui a malheureusement disparu. Là, il s'agit d'une gouache de Van Blarenberg qui a réapparu il y a quelques années sur le marché de l'art. Et lorsque cette gouache est passée en vente dans les collections des Rothschild à Mentmore Towers, elle était identifiée comme une vue de Marly. Donc, ce qui vous montre à quel point, finalement, l'image de Marly avait marqué. Bon, évidemment, il n'y avait pas tellement à se tromper, mais tout de même, on voit quelle était la descendance encore de ces maisons de plaisance royale dans certaines réalisations extrêmement ambitieuses, il faut bien le dire, du milieu du XVIIIe siècle. Ce pavillon du roi de Bourret ayant été créé pour recevoir Louis XV et contenant dans cette partie-ci un salon à l'italienne qui était orné de 2 grandes statues monumentales, une statue de Diane où la tête était celle de Madame de Pompadour et une statue d'Apollon signifiant la présence de Louis XV. Et l'amitié entre les deux qui était signifiée par Bourret, qui avait beaucoup d'intérêt manifestement à ce que cette amitié se maintienne. Donc le pavillon de Croix-Fontaine est un des grands disparus de l'architecture française, mais évidemment c'est un élément intéressant pour mesurer encore l'impact de ces grandes maisons louis XIViennes au milieu du XVIIIe siècle. Le château de Montmusard, quant à lui, construit dans les années 1760 par Charles de Vailly pour un premier président du Parlement de Bourgogne, un château périurbain à Dijon, c'est cette fois-ci une espèce de compromis, là encore, entre le motif du château et celui du pavillon, pourrait-on dire, avec le jeu très subtil qu'introduit de Vailly de la manière de situer une rotonde sur la façade donnant sur le jardin et une rotonde vide, c'est-à-dire une sorte de colonnade de l'autre côté, avec ces 2 formes circulaires qui viennent balancer la composition. C'est une composition évidemment extrêmement originale, qui est difficile à classer dans la catégorie de la maison de plaisance ou dans la catégorie du château. Il ne reste pratiquement plus grand-chose du château de Montmusard aujourd'hui, et la vue de l'Allemand vers 1770 qui est conservée à Dijon est évidemment la vue la plus précieuse pour se faire une idée sur ce château. Et puis, dans ces années 1750, on va voir également une certaine recrudescence, à côté de celle du grand château traditionnel, comme presque une réponse, une recrudescence de la construction de bâtiments plus modestes, mais extrêmement précieux dans leur aménagement, que sont les pavillons ou les petites maisons. Ces pavillons, bien sûr, ils n'apparaissent pas au milieu du XVIIIe siècle, et on pourrait en trouver un très bel exemple que j'ai situé volontairement donc à ce niveau de mon discours. Un très bel exemple dès le début du XVIIIe siècle avec la maison des frères des financiers Paris à Bercy. Il s'agissait d'une langue de terrain très étroite qui avait le mérite de donner directement vers la Seine, langue de terrain qui avait été soustraite au grand domaine de Bercy, au grand château de Bercy. Et au bout de cette langue de terrain, les frères Paris avaient fait construire une maison de plan parfaitement massé, qui était une sorte de pavillon belvédère avec des élévations à la rustique, n'est-ce pas, avec ces refends qui affirmaient la rusticité du bâtiment, rusticité toute relative bien sûr, rusticité qu'affirmaient encore ces atlantes qui venaient supporter l'ensemble. Donc il s'agit d'un pavillon belvédère donnant vers la Seine, dont la partie basse était d'ailleurs partiellement inondable, on y arrivait en bateau, et les Parisiens lui avaient donné le sobriquet de pâté Paris, dire une maison de plan massé qui ne ressemble pas à grand-chose. Et c'est un sobriquet qui en dit assez long, parce que dans la tradition de l'architecture française, il y a une opprobre qui pèse sur le plan massé. On n'aime pas ça, en quelque sorte. En tout cas, ça ne fait pas du tout maison noble. Le plan massé, c'est réservé à la bourgeoisie, et ce sont des maisons qui peuvent à la limite même être des maisons un peu louches. Et donc, la dénomination même de cette maison est quelque chose d'intéressant. Ce pâté Paris, moqué par les Parisiens, était pourtant une maison fort intéressante, avec un salon central que vous voyez ici, qui prenait jour vers la Seine, évidemment, puisque l'intérêt de cette maison était les vues qu'elle offrait vers la rivière, et puis avec au niveau de l'étage un salon éclairé zénitalement par des œils de bœuf dans la partie supérieure. Donc c'est une maison qui sera encore suffisamment appréciée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour devenir la petite maison, ou la maison de week-end, si je puis dire, si vous me permettez ce néologisme pour cette période, du marquis de Marigny, le frère de Madame de Pompadour, qui possédera
possédera cette maison dans les années 1770-80. Justement, puisque nous en sommes à Madame de Pompadour, il faut se souvenir qu'elle a été grande amatrice justement de pavillons. Pavillons, là encore, qu'on a un petit peu de mal à classer dans des types architecturaux, comme par exemple l'Ermitage de Fontainebleau. Madame de Pompadour a possédé de ces maisons qu'on appelle ermitages dans chacune des grandes résidences royales. Il y en avait un à Versailles qui existe toujours, un à Compiègne qui n'existe plus mais dont on connaît les plans, et un à Fontainebleau qui fort heureusement existe toujours. Vous voyez qu'il s'agissait d'une petite maison, véritablement petite, de plan carré, construite en 1749 par Gabriel, au milieu d'un assez grand jardin, et surtout dans une zone qui était située entre le parc du château et la forêt. C'est-à-dire vraiment une zone totalement à l'écart du petit village de Fontainebleau, qui n'avait absolument aucun caractère urbain, ni même périurbain, qui se trouvait pratiquement au milieu des champs et des bois, comme nous l'indique ce plan. Le bâtiment, vous en voyez ici la façade. Il s'agit donc d'un bâtiment de plan parfaitement massé, avec toujours ces traits récurrents de l'architecture française que sont les calages. Le bâtiment va être légèrement augmenté par 2 petites ailes en 1755, de manière à installer une salle à manger. Mais au départ, c'était un bâtiment parfaitement autonome en quelque sorte, et avec cette perfection du plan carré qui devait le caractériser. Il s'agit d'autre part d'un bâtiment à l'italienne, comme vous pouvez le noter, très bien conservé encore de nos jours. Dans les années 1750, donc ce parti architectural du pavillon va devenir quelque chose de très à la mode à travers l'usage qu'on en fait, qui est l'usage des petites maisons. Donc ces petites maisons, dans les environs immédiats de Paris, servent aux financiers, aux grands seigneurs pour leur délassement et peuvent donner à l'occasion des rendez-vous galants. Mais c'est avant tout des maisons où on va se délasser de la vie citadine. Parmi ces maisons, une des plus intéressantes sur le plan architectural est le pavillon de la Boissière, dont nous parle Blondel dans son cours d'architecture, puisqu'il nous dit donc que ces petites maisons sont destinées pour la plupart au délassement et pour la retraite des personnes aisées et des hommes du monde. Et il nous dit qu'une des plus jolies et des plus estimables productions en ce genre, qui se voit élevée de nos jours, est celle de Monsieur de la Boissière, à Paris, près la Barrière Blanche, dont la disposition, le goût et la beauté des détails décèlent l'intelligence des architectes qui en ont donné les dessins. Ce pavillon de la Boissière se trouvait au sein d'un immense jardin que Charles-François Gaillard de la Boissière avait constitué avec une grande patience, avec acharnement et également avec beaucoup d'argent, naturellement. Ça se trouvait à Clichy, et le pavillon était, comme vous le voyez, situé au centre de ce grand environnement végétal. Le plan et les élévations ont été plusieurs fois diffusés par la gravure, mais elles ont été diffusées après que le bâtiment ait été légèrement augmenté et que sa physionomie ait été assez sensiblement modifiée. Le plan initial du bâtiment, c'est un plan très extraordinaire pour les années 1750. Il est conservé encore dans les papiers du bailliage de Montmartre, aux Archives nationales, et il est daté très précisément de 1751. Vous voyez qu'il s'agit d'un pavillon avec un grand salon ovale donnant vers le jardin, orné de colonnes à l'extérieur. Sur les côtés, vous avez des rotondes à pans qui marquent là aussi la place de salon. Et puis, l'entrée se faisait par une concavité qui semblait appeler la convexité, n'est-ce pas, de l'autre côté du salon. Donc, un plan extrêmement élaboré, un bâtiment qui devait offrir des façades très différentes les unes des autres, donc un concept de variété très important dans cette construction, le bâtiment lui-même offrant des vues également très différentes. De la physionomie initiale de ce pavillon de la Boissière, je crois qu'on n'en conserve guère que ce dessin de Noël Allais, qui est un dessin qui passait pour quelque chose de non identifié. Je crois pouvoir proposer assez valablement qu'il s'agit effectivement d'une vue du pavillon de la Boissière. Et vous voyez que tout de même, là, le langage architectural par rapport au bâtiment que je vous ai montré immédiatement auparavant a changé, puisqu'on utilise effectivement les colonnes, on utilise des colonnes libres pour scander les façades de cette maison, qui n'est que la maison d'un particulier. Donc là, la convenance est un peu bousculée par la présence des ordres à l'antique sur la petite maison d'un particulier.
Charles-François Gaillard de la Boissière va, à la fin de sa vie, se prendre d'affection véritablement pour cette petite maison, va solder son hôtel de la place Vendôme et va venir habiter définitivement dans sa petite maison. C'est d'ailleurs là qu'il décédera. Et c'est probablement en prévision de cette installation qu'il fait agrandir la maison. Voilà le plan initial de cette maison qui n'était guère destinée qu'à des séjours extrêmement rapides. Les rapports des inspecteurs de police nous racontent d'ailleurs des partie un petit peu tapageuse dans cette maison, mais à la fin de sa vie, il en a fait plutôt un bâtiment de retraite. Et vous voyez comment le bâtiment s'est épaissi, la convexité a disparu au profit d'un péristyle, rendant les choses plus banales, et on a ajouté des pièces, notamment une petite chambre, qui est celle où Gaillard de la Boissière décédera d'ailleurs, et on a régularisé les façades en installant ici, là aussi, de grands péristyles, ce qui fait que le rouge, diffusant la gravure de la maison, diffuse une image déjà très altérée par rapport à une physionomie certainement à l'origine beaucoup plus dynamique de ce pavillon La Boissière. Sven Derriksen, dans son merveilleux livre sur la naissance du néoclassicisme en France, avait bien perçu, bien sûr, l'importance du pavillon de La Boissière dans le néoclassicisme naissant, apparaissant en France dans ces années 1750. Et c'est pour ça que je voulais vous rappeler l'importance de ce bâtiment, à la fois pour son type architectural et également parce qu'il est véritablement le modèle même de la petite maison qui sera le titre d'un conte de Jean-François de Bastide, publié en 1758, qui raconte une aventure galante dans une de ces petites maisons parisiennes, et dont Bastide nous décrit une maison qui est la maison de Monsieur de la Boissière, véritablement. Donc c'est le modèle même de ces petites maisons du milieu du XVIIIe siècle. Est-ce qu'on peut considérer le Petit Trianon comme une petite maison à usage royal ? Ça n'est pas effectivement impossible, vu l'usage qu'en a fait Louis XV. Ce qui est certain, c'est qu'on peut y admirer la dextérité de Gabriel, à la fois à se mettre dans le vent, si je puis dire, à se mettre à la mode d'une architecture qui change, dont l'esthétique change considérablement, et en même temps à en faire quelque chose de très élégant et de royal véritablement, par la qualité infinie évidemment de la modénature, qui est absolument incroyable, par également la présence de ce grand ordre de colonnes corinthiennes qui donne tout de suite à cette maison de dimension relativement modeste un statut véritablement de maison royale. Et ça, c'est tout l'art de Gabriel, à la fois d'être en phase avec l'architecture de son temps et en même temps d'y adapter une suprême élégance qui permet de distinguer ces bâtiments de ceux des riches particuliers. Les petites maisons, les villas vont effectivement être très prisées et très nombreuses dans le Paris de la fin du règne de Louis XV et du début du règne de Louis XVI. Je vous montre une autre maison de M. de Marigny, donc le frère de Mme de Pompadour, sa villa du Roule, qui est construite par Soufflot dans les années 1760 et qui, elle, affecte un style vénitien avec la présence de l'abbé Serlienne. Nous revenons presque à ce que je vous ai dit à propos de la maison de Lebrun un siècle plus tard, la présence de ce grand vide de l'abbé Serlienne au centre, qui est manifestement une citation des édifices palladiens que l'on commence véritablement à prendre en compte dans ces années 1760-70, alors que les fenêtres ici très monumentales, avec leurs gros encadrements en tabernacle, sont une référence manifeste de l'architecture romaine. Donc là, on est en phase avec une certaine architecture de la Renaissance italienne. La révolution esthétique néoclassique qui caractérise les années 1770, elle se consomme là aussi à travers certains de ces petits édifices, comme le pavillon de musique de Madame du Barry à Louvciennes, dont je vous rappelle qu'il n'était en aucun cas un château. Madame du Barry habitait le château de Louvciennes à côté, c'est là qu'elle avait sa chambre et ses appartements. Le pavillon que lui construit Ledoux en 1771, où elle va recevoir pour l'inauguration fastueusement Louis XV, tel qu'en témoigne la fameuse aquarelle de Moreau le Jeune, n'était que ce qu'on appelle un pavillon de musique, c'est-à-dire un pavillon où on allait passer quelques heures dans la journée, et d'ailleurs le bâtiment ne possédait pas de chambre à coucher et aucune commodité. C'est véritablement une sorte de casin dans lequel on vient passer quelques heures. Mais ces dispositions sont évidemment très remarquables puisqu'ils mêlent le genre rustique qui sied à un pavillon situé à la campagne, avec la présence de ces refends sur toute la hauteur du bâtiment, comme on l'avait vu au pavillon au Pâté Paris de Bercy,
et également l'architecture la plus soignée, la plus monumentale, avec la présence de ces colonnes ioniques qui viennent orner le péristyle de la maison. Ce pavillon, il est également intéressant parce qu'il marque un certain point de l'évolution de cette architecture des petites maisons et de la maison de plaisance. Un certain point de cette évolution qui va amener à une certaine confusion entre le parti de l'hôtel particulier urbain, particulièrement de l'hôtel particulier parisien, et celui de la maison de plaisance. Je veux dire par là qu'on va pouvoir retrouver dans ces mêmes années 1770-1780 des bâtiments très proches dans leur conception, à la fois à la ville et à la campagne, au point qu'on aura du mal à distinguer véritablement l'un de l'autre. Delphine de Girardin, qui parle au XIXe siècle, décrit Louveciennes comme ce charmant château de Louveciennes, ce bel hôtel parisien transporté par miracle à la campagne et tout joyeux d'avoir changé son ruisseau de la rue du Faubourg Saint-Honoré contre le large ruban de la Seine. C'est une dame du XIXe siècle qui parle, mais elle a bien saisi quelque chose, effectivement, c'est que à partir de cette date, le parti architectural de ce type de bâtiment est interchangeable ou à la ville ou à la campagne. La preuve en est que le Doubs propose à peu près le même type de bâtiment, n'est-ce pas, pour Mademoiselle Guimard à la même époque, dans les années 1770, le fameux pavillon donc, qui est construit, ce temple de Terpsichore, où l'on retrouve le même traitement rustique des murs et la présence des colonnes qui offusqueront tellement Jacques-François Blondel qui s'exclame à Paris lorsqu'une courtisane rentre chez elle, c'est en passant entre des colonnes, comme si les colonnes étaient souillées, n'est-ce pas, de la présence de la propriétaire qui passait entre celles-ci. Mais il y a manifestement, effectivement, un passage qu'on avait déjà pu repéré au début du XVIIIe siècle avec cette ambiguïté du Palais Bourbon, mais qui va devenir très nette à la fin du XVIIIe siècle, où l'hôtel particulier va être plus facilement pensé comme un pavillon installé en ville, un pavillon urbain, et la maison de plaisance comme un hôtel particulier à la campagne. Le plan du pavillon de Mademoiselle Guimard, vous le voyez ici, il s'agit d'un plan massé. Il a été tellement célèbre même qu'il a été relevé par Giacomo Quarenghi, architecte italien au service de la cour de Russie, et on retrouve donc ce plan parmi les dessins de Quarenghi. Parmi ces pavillons, ces folies, effectivement, on ne pouvait pas ne pas citer le cas de Bagatelle, construit pour le comte d'Artois dans les années 1770, à la suite, soi-disant, d'un pari avec la reine. Pavillon construit pour François-Joseph Bélanger, où l'on notera, là, cette fois-ci, l'autonomie parfaite du bâtiment au sein de son environnement végétal, le traitement, là encore, à refond de la façade, mais une scénographie assez complexe et assez élaborée qui faisait qu'on entrait finalement dans une cour verte, ce que les documents de l'époque appellent une cour verte, c'est-à-dire une cour gazonnée ou plantée, par un corps de bâtiment qui barrait la vue et qui pouvait être identifié au premier regard par le visiteur comme la maison elle-même. Et c'est simplement passant par ce corps de bâtiment qui sera plus tard démoli par Lord Hertford, que l'on accédait au pavillon lui-même, dans une forme de scénographie qui nous rappelle celle de l'architecture de la Renaissance et du maniérisme romain. Je me suis amusé à placer ici, l'un à côté de l'autre, le plan de ces dispositions du pavillon de Bagatelle et celle de la Villa Giulia à Rome, et je crois qu'effectivement, Bélanger, qu'on nous dit toujours anglomane, tourné vers l'architecture anglaise, eh bien, il avait certainement des souvenirs de ces études romaines, n'est-ce pas ? Et je crois que la Villa Giulia, eh bien, c'est un archétype qui était bien connu de ces architectes de la période néoclassique qui ont pu méditer sur ce type de plan. Les élévations du pavillon, elles échappant évidemment à cette référence romaine et étant, disons, plus convenue pour cette époque. Pour en revenir à cette idée du caractère interchangeable du parti architectural entre l'hôtel particulier et la maison de plaisance, eh bien, il faut bien sûr citer le cas de l'extravagant hôtel Télusson, dont je crois Alexandre Gady vous a parlé sans doute avec des trémolos dans la voix et avec plus de lyrisme que je ne pourrais le faire ce soir. Mais là, nous sommes effectivement dans le cas d'un grand hôtel particulier qui a le parti d'un gros pavillon, en quelque sorte.
hein. Nous sommes un petit peu aussi dans le parti du château de Montmusard, où évidemment la grande arche piranèsienne joue un rôle considérable dans la vision que l'on avait de ce bâtiment. Cette bouche ouverte pour ne rien dire, comme disait une dame de la fin du XVIIIe siècle, était pourtant fort éloquente quand on y voyait à la fin ce bâtiment qui pourrait être un château construit à la campagne. Il y a donc une confusion des gens, en quelque sorte volontaire, manifestement, entre les parties architecturaux, ce qui fait qu'on a du mal véritablement à y voir clair. Ce type de bâtiment, avec un renflement central, eh bien on le trouve évidemment dans la banlieue parisienne. Je vous montre ici la maison que Jean-Jacques Cuvé s'était fait construire pour lui-même à Meudon en 1788, où on retrouve les caractères de l'hôtel Téllusson, un petit peu rapetissé, parce que évidemment Huvet n'avait pas les moyens de Madame Téllusson et de la banque. Ces maisons néoclassiques, très particulières, très précieuses, avec ce plan centré, elles vont avoir finalement, et ça on peut assez bien s'en douter, assez peu d'impact en province, parce qu'en province il n'y a pas cette société très particulière qui aime la mode à tout prix et qui veut avoir des édifices absolument à la mode. On peut tout de même trouver chez certains milieux de finance en province, comme notamment à Bordeaux, des choses un petit peu comparables. Je vous montre ici la maison que s'était fait construire le banquier Pessotto sur les dessins d'un personnage qui a sans doute travaillé dans l'agence de Victor Louis, la maison carrée d'Arlac à Mérignac, construite peu de temps avant la Révolution française, qui a été restaurée il y a peu de temps, et où on retrouve évidemment tous les caractères que je vous ai désignés auparavant. Mais en réalité, en province, on reste assez rétif à ce type d'architecture. On préfère être fidèle à des modèles un petit peu moins voyants, sans doute un petit peu moins ambitieux, un peu plus traditionnels de conception, qui peuvent donner des réalisations d'ailleurs d'une élégance tout à fait surprenante, où là on est entre le parti du petit château véritablement et celui de la maison de Plaisance. Je vous montre un édifice que j'ai découvert il y a peu de temps grâce à un étudiant qui travaille sur cet architecte, ingénieur, Jacques-Pierre-Jean Rousseau, le château de Saint-Gratien, près d'Amiens dans la Somme, qui est construit lui aussi à l'extrême fin de l'Ancien Régime, entre 86 et 89, qui a une articulation du bâtiment très traditionnelle, mais dont le plan, que je ne peux malheureusement pas vous montrer, reprend presque textuellement le plan du pavillon de Louvciennes. Preuve que cet architecte-ingénieur connaissait l'architecture de Ledoux, déjà très diffusée par la gravure, et en même temps, il restait relativement sobre et traditionnel dans la conception de ses façades. Pour ne rien dire, évidemment, de nos aristocrates bretons qui restent très fidèles à un modèle mis au point pratiquement 60 ou 70 ans auparavant. Je vous montre ici une maison perdue dans la campagne bretonne, le château du Chalonge, près de Dinan, construit pour un membre de la famille de Lorgeril, qui n'était probablement pas terminé au moment de la Révolution française. Donc là, nous sommes en 89-90 et c'est un modèle qu'on a déjà vu à l'œuvre dans les années 1720-1730, dans un milieu de financiers malouins, très proche de celui-là, à 20 km, mais évidemment qui n'avait pas du tout les mêmes réflexes intellectuels et culturels. Alors ça, c'est un motif de château auquel on voit toujours une certaine aristocratie très attachée pendant encore très longtemps. Et finalement, les choses changeront, pas complètement, mais un peu, au début du XIXe siècle, avec les publications que l'on peut voir, les publications théoriques, les publications de Suette, par exemple, ou je vous le montre ici, les publications de Charles Percier et Fontaine, notamment le choix des plus célèbres maisons de plaisance de Rome et de ses environs, qui vont, sous l'Empire, diffuser des classiques de l'architecture de la Renaissance italienne, qui évidemment ne pourront pas être des modèles de maisons de plaisance, mais d'autres plus pittoresques, moins connus, de dimensions plus convenables, pourrait-on dire, comme la Palazzina de Caprarola, ce petit palais de Caprarola, tout ça en plus dans un environnement pittoresque extrêmement séduisant. C'est ce type de villa à la romaine, de villa à l'italienne, qui va un peu venir renouveler le genre de la maison de plaisance au début du XIXe siècle, dont on a un merveilleux exemple à travers la villa de la Garenne-le-Maux pour Frédéric Lemaux dans les années 1820. Et avec ce rêve italien, j'espère avoir en quelque sorte bouclé la boucle et ne pas avoir abusé de votre attention. Je vous remercie.